Je vais vous présenter un petit peu ce que je fais au laboratoire. Donc, je suis ingénieure de recherche dans un laboratoire, donc sur une plateforme, c'est exactement. Et peut-être pour vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'une plateforme, les laboratoires de recherche travaillent chacun dans leur labo avec son équipement, etc. Et quand, par exemple, ils ont besoin d'avoir accès à un outil, une machine qui va être très très chère, le laboratoire ne peut pas s'acheter, donc il va sur une plateforme et il paye du temps d'utilisation de cet outil. Et il y a d'autres types de plateformes comme la mienne, où là, c'est un savoir-faire technologique qu'on va mettre en avant. Et les gens viennent nous voir pour utiliser ce savoir-faire technologique. Donc, je vais vous présenter un petit peu tout ça dans le contexte de ma carrière. Je vais vous montrer un peu des exemples d'utilisation de la biologie cellulaire et des échantillons de biologie cellulaire. Donc ça, c'était pour vous resituer un peu, parce que je ne sais pas si vous connaissez ou pas dans la présentation le monde de la recherche. Et c'était pour vous montrer un petit peu tout le personnel qu'il y a dans les laboratoires. Il y a ce qu'on appelle le personnel technique. Ça, c'est les gens qui vont manipuler les échantillons. Et vous avez un autre type de personnel. Donc là, l'ensemble des chercheurs, c'est des chercheurs, enseignants-chercheurs, directeurs de laboratoire, des médecins organiques. Eux vont plutôt grader et orienter les recherches. Donc moi, je suis ingénieure de recherche sur une plateforme et donc je développe des outils pour répondre à une question biologique. Donc ça, c'était pour vous expliquer un petit peu ma formation. Donc j'ai eu un doctorat en biologie cellulaire et moléculaire de l'université de Poitiers. Et ensuite, j'ai travaillé dans 3 laboratoires différents. Donc j'ai eu 12 ans d'expérience sur différents types de pathologies et toutes orientées autour du cancer. Et donc j'ai obtenu un poste d'ingénieur de recherche en 2020. Et donc j'ai fait toute ma carrière en cancérologie. Et je vais vous montrer avec quelques exemples sur les différents laboratoires dans lesquels j'ai travaillé. Je vais vous montrer l'importance des échantillons biologiques et de la culture cellulaire pour comprendre les différents types de pathologies. Donc ça, c'était pour rappeler un petit peu la biologie cellulaire et les échelles. Donc vous avez l'échelle de l'être humain ici. On peut travailler au laboratoire, alors non pas au niveau d'un organe entier, on ne travaille jamais avec un organe entier, mais on peut travailler avec des échantillons de tissu. Donc là, ça va être soit quelques centimètres ou quelques microns, quelques centaines de microns de tissu. Et on va surtout travailler à l'échelle de la cellule humaine, qui va faire 10 à 20 microns. Donc pourquoi faire de la biologie cellulaire? Le point important pour nous, ça va être de comprendre ce qui se passe dans la cellule, à l'échelle de la cellule. Donc, quel est le comportement de cette cellule? Est-ce qu'elle va proliférer vite? Donc, dans le cadre du cancer, si elle prolifère vite, ça veut dire que la tumeur va être plus grosse plus vite. Est-ce qu'elle va migrer plus ou moins vite également? Le phénomène de migration est important dans le cancer parce que l'immigration d'une cellule dit métastase à partir du site de la tumeur vers un site un peu plus loin. Donc ça nous permet de comprendre ce qui se passe également. Et ensuite, on va essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de la cellule elle-même, sa composition, à l'intérieur, au niveau moléculaire également. Et on va également étudier les interactions des cellules avec l'environnement, donc ce qui est autour, ce qui compose le micro-environnement. Et on peut étudier notamment, toujours pour vous montrer des exemples d'applications au cancer, l'effet de certaines drogues sur les cellules. Donc pour ça, on a besoin de matériel pour travailler dans les laboratoires. On a besoin de cellules. On peut travailler avec 2 types de cellules, les cellules primaires ou les unicellulaires. Donc ce que j'appelle cellules primaires, ce sont des cellules où on obtient juste après obtention d'un tissu, d'un échantillon chez un patient. Donc on prend cet échantillon, on le remet en culture et on le travaille assez vite parce que le nombre de divisions cellulaires et la survie de cet échantillon est limité dans le temps. Donc ça, c'est quand on arrive en avoir, c'est parfait. Le souci, c'est qu'il faut avoir des bons contacts avec des chirurgiens, avec des hôpitaux pour avoir accès à ce type d'échantillon. Le deuxième type d'échantillon, ça va être ce qu'on appelle les lignées cellulaires. Là, ce sont des cellules
L'origine est toujours humaine, souvent cancéreuse. Donc, ce sont des gens, il y a 10, 15, 20 ans qui ont eu un cancer. On a pris une partie de la tumeur, on l'a remise en culture et par chance, on a sélectionné les cellules qui proliféraient de mieux et qui vont proliférer à l'infini. Donc, les gens ont pris ces cellules, les ont congelées pour faire une banque de cellules. Et nous, en tant que chercheurs, on peut contacter ces banques et dire je veux acheter telle lignée, et ils nous les envoient par la poste. Donc, comment ça fonctionne dans le laboratoire? Donc, cet échantillon, que ce soit la lignée ou les cellules primaires, on les reçoit au laboratoire et on va les manipuler sous une enceinte stérile, parce qu'il faut savoir que la cellule, quand elle sort du corps humain, il faut qu'on la garde dans les conditions où elle était avant, c'est-à-dire de manière stérile dans des enceintes et dans des structures où on garde l'échantillon le plus propre possible. Et on va surtout les cultiver en 2 dimensions, c'est-à-dire sur du plastique. Et les cellules vont pousser à plat sur ces boîtes. On va leur rajouter ce qu'on appelle des milieux de culture, qui va contenir tous les éléments nécessaires à la survie des cellules. Ça va être des sucres, ça va être des facteurs de croissance, un certain nombre de choses. Et donc, on va les utiliser au laboratoire et on va les amplifier. Et pour ça, on va les garder en culture dans ce qu'on appelle un incubateur à CO2. C'est un incubateur où là, on peut réguler la température pour être de manière précise à 37 degrés. Et on va également contrôler l'oxygène et le CO2 pour que les cellules soient dans un état le plus proche possible du corps humain, ou en tout cas, les maintenir en survie le plus longtemps possible. Et donc, quand on ne les manipule pas, on les conserve dans l'azote liquide. Et là, pareil, on peut les garder, pas à l'infini, mais des dizaines d'années assez facilement. Quand on a besoin de revenir sur un échantillon, on le ressort, on le décongèle, on le remet en culture. Voilà. Et donc, la biologie cellulaire, à quoi ça sert? Les échantillons, ils servent à quoi? Là, c'est un exemple que je vais vous donner qui s'applique à ce qu'on fait sur le cancer. Le premier exemple, c'est de comprendre le comportement des cellules face à leur environnement. Je vous ai mis 2 vidéos ici. Donc, vous avez à gauche des cellules au milieu qui vont pousser de manière homogène à droite et à gauche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à droite et à gauche, le support sur lequel on était poussé, c'est le même, il y a la même dureté qui fait que les cellules vont monter de manière homogène à droite et à gauche. Sur le test, sur la vidéo à droite, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a mis les cellules au centre et vous avez à gauche un support qui va être très mou et à droite un support qui va être beaucoup plus dur. Et en fait, les cellules vont sentir cette différence de dureté du substrat. Elles vont pousser différemment et notamment elles vont pousser beaucoup plus vite sur un substrat qui est beaucoup plus dur. Et ça permet quoi? Ça permet de comprendre que les cellules vont migrer différemment face à la dureté du support. Et c'est des choses qui nous ont permis de comprendre certaines choses, notamment dans le cancer. Un exemple, c'est le cancer du sang, où il a été montré que les cellules vont être capables de sentir la dureté du tissu qui est autour. Et souvent, le cancer du sang qui devient métastatique sont des cancers qui, au départ, ont eu un site de tumeur où le tissu autour devenait très, très dur. Donc, c'est cette dureté du support va déclencher la migration des cellules. Je vous ai mis un autre exemple d'utilisation des cellules. Donc ça, c'est un autre type de cancer. C'est le cancer du sein, en l'occurrence. Donc j'ai travaillé pendant quelques années dessus, à Bergonié, à l'hôpital Bergonié à Bordeaux. Donc là, l'idée, c'était d'utiliser les échantillons obtenus à partir des patients. Mais là, c'est pas à partir d'échantillons des patients qui étaient malades, mais à partir d'échantillons des patients qui étaient sains. En l'occurrence, à partir de tissus obtenus de mammoplastie de réduction. Donc, ce sont des femmes qui se font réduire les seins parce qu'elles en ont beaucoup trop et du coup, elles se font réduire la taille de leur sein. On récupérait ces échantillons, on remettait en culture, comme je vous ai montré au laboratoire, et on modifiait les cellules par l'utilisation de virus pour les transformer en cellules tumorales. Donc, à partir de ces cellules, on faisait des tests en laboratoire pour étudier la prolifération, la migration. Et on pouvait également
greffer ces cellules chez la souris pour voir si on arrive à former des tumeurs. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation de cellules saines qu'on transformait en cellules cancéreuses pour avoir des modèles d'études de cancer du sang. Un autre exemple d'utilisation d'échantillons, ici c'est l'échantillon biologique obtenu à partir de sang. C'est un autre type de cellule qu'on peut aussi également remettre en culture, c'est un petit peu différent. Donc j'ai travaillé quelques années dans un laboratoire qui travaillait sur les lymphomes cutanés, où là on travaillait à partir d'échantillons de sang qu'on récupérait et qu'on mélangeait avec une solution particulière, mais pour vous montrer qu'au laboratoire, on arrive à distinguer les différents types de cellules en les traitant, notamment en les centrifugeant, en les mélangeant avec une solution et en les centrifugeant. Avec ce type de manipulation dans le laboratoire, on pouvait dissocier les différents types de cellules qui sont présentes dans le sang. Et en l'occurrence, nous, on travaillait sur les lymphomes cutanés, qui est une pathologie qui touche les lymphocytes. Et donc, moi, j'ai récupéré les cellules qui étaient dans cette partie-là du tube. Et à partir de ces cellules, je pouvais les remettre en culture pour travailler dessus. Et donc, c'est ce que je faisais sur les échantillons que j'obtenais à partir de patients qui étaient malades. Donc, j'amplifiais les cellules in vitro et ensuite, je greffais chez la souris pour essayer de former des tumeurs. L'intérêt ici, c'est que sur la pathologie sur laquelle je travaillais, il n'existait aucune lignée dans le monde. C'est-à-dire que les cellules qu'on récupérait chez les patients n'étaient pas suffisamment, on va dire, prolifératives pour pousser à l'infini, et on avait très peu de cellules pour travailler, pour comprendre la pathologie. Donc moi, mon travail, c'était d'essayer de faire des nouvelles lignées à partir de tas d'échantillons de patients, d'essayer de sélectionner des cellules qui pourraient proliférer pour pouvoir avoir des modèles d'études sur ce type de cancer. Avant de passer à autre chose, là, je ne vais pas parler de glioblastome parce que je pense que vous en avez beaucoup entendu aujourd'hui. Je vous montre des technologies, des utilisations de cellules qui sont appliquées à un type de cancer, mais c'est adaptable à tout. Par exemple, ce type d'analyse-là, on l'avait fait au laboratoire sur les glioblastome, où c'est la même chose, c'est le même circuit, la même façon de traiter l'échantillon. Thomas avait un bon partenariat, en tout cas des bons contacts avec des chirurgiens, des neurochirurgiens italiens, qui nous envoyaient donc des échantillons de tumeurs cérébrales au laboratoire par la poste. Dans le labo, Thomas et son laboratoire faisaient l'amplification des cellules, etc. Et ensuite, on pouvait greffer ces cellules chez les souris pour voir l'évolution des tumeurs chez les souris. Donc, c'est applicable à tout type de pathologie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que aujourd'hui, là, je vous ai beaucoup parlé, je vous ai donné quelques exemples d'utilisation des modèles d'animaux pour comprendre dans le cancer. On est obligé de passer par ce type de modèle pour comprendre un certain nombre de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout est très réglementé, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et de plus en plus, on nous demande de restreindre ce type d'utilisation de modèles d'animaux qui présentent des problèmes éthiques. Et donc, moi, aujourd'hui, ma spécialité, c'est ça, c'est que je vais trouver des solutions, des alternatives aux modèles d'animaux. Et une des alternatives, ça va être de faire des cultures cellulaires, plus comme on les faisait avant en 2 dimensions, mais en 3 dimensions. Parce qu'il faut bien s'imaginer qu'en corps humain, par exemple une tumeur, ce ne sont pas des cellules à plat, ce sont des cellules qui sont en 3 dimensions et qui vont avoir une structure, un volume, etc. Donc moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc le but, c'est de remplacer, ou en tout cas, garder ces cultures cellulaires en 2D pour avoir des informations, mais aujourd'hui, essayer de pousser de plus en plus à faire des cultures cellulaires en 3 dimensions pour comprendre un peu mieux ce qui se passe. Mais dans le cadre du cancer, c'est quand même très, très adapté. Si on imagine des tests de diffusion de drones, vous comprendrez assez facilement qu'une molécule va diffuser d'une certaine façon sur des cellules à plat et d'une autre façon sur une boule de cellules denses
Donc, ces tests-là seront certainement plus adaptés. Donc, il y a un certain nombre de façons de faire ces objets en 3D. Je ne vais pas rentrer dans le développement technologique. Je vous ai juste montré 2 exemples, parce que ce sont 2 exemples qui ont lieu à Bordeaux. Le premier, ça va être l'impression assistée par laser, notamment sur Bordeaux. Vous avez une start-up, un laboratoire et une start-up qui font de l'impression de tissus avec des machines qui ressemblent un petit peu à des imprimantes à papier. La différence, c'est qu'au lieu d'utiliser de l'encre, on va utiliser une couche de cellules et on va envoyer un laser qui va décrocher ces cellules et les envoyer sur une surface. Et en faisant ça, on peut organiser les cellules sur cette surface pour que ça ressemble au tissu qu'on voulait avoir. Moi, au laboratoire, j'utilise une technologie de coextrusion microfluidique. C'est un petit peu différent. On va jouer avec des flux et avec des liquides. On va mélanger les cellules à des solutions pour leur donner une forme particulière. Et donc, ce que je fais au laboratoire, et ma spécialité sur ma plateforme, c'est ça. Les gens viennent me voir avec leurs cellules, ils ont une question biologique, je réfléchis avec eux et je leur propose la création d'un tissu en 3D adapté à leur question. Donc, je vais faire 2 types de production de tissus en 3D à partir de cellules. Ça va être soit des petites capsules rondes où les cellules vont être enfermées à l'intérieur d'une coque d'hydrogène qui va les maintenir et les protéger. Ça fait à peu près 200 microns de diamètre. Et sinon, on fait également des objets sous forme de tubes. Ça va être quelque chose qui va pouvoir faire 1 à 2 mètres de longueur en fonction de la quantité des cellules qu'on a. Ça fait à peu près 450 microns de diamètre et c'est pour mimer les tissus qui ont une forme tubulaire. Alors, je vous ai mis un exemple, et ça, c'est le premier tissu qu'on a créé sous forme tubulaire. C'était pour mimer les vaisseaux artificiels. Donc ça, c'est un exemple de tissu qui a dans le corps humain. Il y a une structure particulière. C'est un tube creux avec des cellules qui vont laisser passer le sang, mais qui vont être imperméables pour que le sang ne diffuse pas partout. Et donc, le premier objet qu'on a développé, c'était ça. On a fait un long tube. Ça ressemble à ni plus ni moins qu'à une spaghetti avec les cellules à l'intérieur qui vont s'organiser pour former quelque chose qui va mimer un vaisseau sanguin artificiel. Donc là, je vous ai mis une petite vidéo pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc vous avez le tube, vous avez ici, c'est très difficile à voir, vous avez un petit spaghetti qui va tourner. Et ça, c'est le tube pendant sa formation. Et je vous disais, dans les plateformes, les gens ont soit un appareil spécifique qu'ils mettent à disposition des gens, soit un savoir-faire. Nous, notre savoir-faire au laboratoire, c'est le design de cette micro-puce qui est brevetée et qu'on est très très peu à savoir produire et à utiliser. Donc, pourquoi faire ce type d'objet à partir des cellules qu'on a en culture? La première application, ça va être par exemple de vouloir vasculariser des tissus qu'on développe nous-mêmes aussi dans les laboratoires, parce que il faut savoir qu'un tissu, pour qu'il survive, il faut qu'il soit oxygéné. Dans le corps humain, tout va bien, il y a le système de vascularisation qui prend en charge. Quand nous, on développe des tissus in vitro dans un laboratoire, on ne peut pas dépasser une certaine taille parce qu'on n'arrive pas à vasculariser ces tissus. Donc, ce type d'objet viendrait aider à l'oxygénation des gros tissus qu'on développe dans les laboratoires. Ça permettrait, pourquoi pas, là on en est très très loin, mais d'apporter une médecine personnalisée, de remplacer les vaisseaux malades chez les patients. Et ça permet également d'étudier les pathologies qui sont liées au vaisseau. Je vous donne un exemple, c'est l'exemple assez dont on parle assez souvent en ce moment, c'est le Covid. Donc, sur ce type d'objet qu'on a développé, sur ces vaisseaux artificiels, on a un projet lié au Covid, parce qu'il faut savoir que les patients qui ont des formes sévères de cette maladie-là ont des problèmes au niveau des vaisseaux qui sont très proches de leur bronche. Il y a une forte inflammation.
et qu'on étudie l'inflammation des vaisseaux in vitro grâce à ces tissus qu'on développe au laboratoire. Un dernier exemple de à quoi ça sert la biologie, à quoi ça sert les cellules et qu'est-ce qu'on peut faire dans un laboratoire, c'est un nouveau projet qu'on a à la plateforme. Donc, on a été contacté par une chercheuse, enseignant-chercheur sur le site de Bordeaux, qui travaille sur une maladie qui est liée à une pathologie des bronches des patients. Et donc, elle étudie cette pathologie avec des échantillons qu'elle obtient à partir de résection chirurgicale. Les cellules, elle les remet en culture et elle étudie les choses dans son laboratoire in vitro. Et quand cette personne-là a vu qu'on arrivait à faire des objets tubulaires, elle nous a contactés, elle nous a demandé si on pouvait adapter notre technologie en remplaçant les cellules par des cellules des patients qui ont à partir des cellules de patients qu'on a récupérées à partir des bronches pour essayer de mimer des bronches humaines avec ce type d'échantillon. Le but, c'est quoi? C'est, par exemple, aujourd'hui, pour étudier les effets de la cigarette sur les cellules épithéliales bronchiques, le modèle le plus utilisé, ça va être la souris. Alors, on va prendre la souris, on va la mettre dans une petite boîte, et on va envoyer grâce à une machine de la fumée de cigarette. Éthiquement, on comprend bien que c'est pas le modèle le plus idéal. Ce modèle-là permettrait de remplacer l'utilisation des animaux en perfusant la fumée de cigarette à travers ces petits bouts de bronches qu'on essaye d'éliminer. Et donc, je vous ai mis un exemple de vidéo. Ça, c'était la preuve de concept qu'on avait fait. On a donc utilisé les cellules de bronches d'un patient qu'on a mis dans ces petites structures tubulaires. Et on a fait le premier test pour essayer d'injecter de la fumée de cigarette à travers. Je coupe le son parce qu'après on entend mes collègues parler. Donc là, vous avez un capillaire en verre, vous avez la petite branche qui dépasse ici, et là voilà, on envoie de la fumée de cigarette à partir d'une seringue. Alors j'avais ma collègue qui avait spécialement été acheter une vapote, etc. pour fumer au laboratoire, on n'a pas trop le droit. Donc on a fait ça avec une vapote, et donc on a injecté de la fumée de cigarette à travers. Donc là, c'était vraiment pour vous donner des exemples concrets de qu'est-ce qu'on fait au laboratoire avec les échantillons, soit des échantillons sains, soit des échantillons de tumeurs de patients, pour que vous compreniez un petit peu le panel de choses possibles qu'on peut faire avec. Et donc, je finirai juste là-dessus pour dire que voilà, aujourd'hui, pendant très longtemps, et ça va encore continuer, on a fait de la culture de cellules en 2 dimensions, c'est-à-dire un plat dans des boîtes de culture, on rajoute une milieu, etc. Aujourd'hui, on essaye de tendre vers des modèles plus physiologiques, en 3 dimensions, où on assemble les cellules entre elles pour comprendre leur comportement, non pas une par une, mais à l'échelle d'un tissu et d'un ensemble de cellules. Et ce sont, en tout cas, dans le cadre du cancer, de meilleurs modèles de compréhension et de tests de nouvelles molécules pour trouver des solutions face à ce type de pathologie comme le cancer. Voilà, je m'arrêterai là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.